Salut les Saiyans et bienvenue sur la chaîne DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Au sujet de ce DB Flash, il y aura du manga avec l'édition Soshuhen, beaucoup de figurines, des jeux vidéo également, et on parlera de l'anime avec l'épisode 56 de Dragon Ball Super. Après le Légende 8 qui vient de sortir ce mois-ci au Japon, le Légende 9, 9ème tome de l'édition recueil Soshuhen du manga Dragon Ball, paraîtra le 26 août 2016. Ce sera le deuxième tome consacré à l'arc Saiyan et la majeure partie s'articulera autour du combat entre Son Goku et Vegeta comme l'explicite assez bien la couverture. Le tome comptera 392 pages et sera vendu au prix de 550 yens. Nous avons des nouvelles des prochaines Dragon Ball Figure Rise Standard de Bandai et en l'occurrence de Son Goku Super Saiyan 3 et Majin Buu pur. Ces plats modèles, autrement dit des figurines en plastique et à monter soi-même, sortiront en novembre 2016 au Japon. Leur prix n'est pas encore connu. Toujours chez Bandai, voici un visuel de la SH Figuarts de Gohan qui sortira en janvier 2017. C'est assez loin. Munie d'un doggy déchiré, cette figurine articulée sera vendue au prix de 4536 yens. On aura la possibilité de le mettre en Super Saiyan ou sous sa forme de Super Saiyan 2 tel qu'il apparaît durant le Cell Game. Après Gohan, Cell s'apprête aussi à sortir pour le mois de février 2017 dans une version Premium Color. Comme il est déjà sorti en SH Figuarts, cette nouvelle version aura différentes teintes et sera vendue en version limitée dans la boutique en ligne de Bandai et au prix unitaire de 5200 yens. Pour conclure sur les figurines et dérivés à venir, les petites figurines de Karin qui sont censées apporter de la chance comme les Maneki Neko sortiront le 25 août au Japon. On aura un Karin aux couleurs de l'anime, c'est-à-dire blanc, et un autre entièrement doré. Pour rester dans le thème, Banpresto sortira aussi cette théière contenant la super eau divine, la Choshinsui, le même jour. Les figurines de Karin mesurent 12 cm chacune et la théière, elle, mesure à peine 8 cm. Exposées ensemble, ça peut-être faire un truc bien sympa en vitrine. 2 semaines après sa sortie au Japon, Dragon Ball Fusion avait totalisé 109 310 copies vendues, et nous en sommes maintenant à la 3e semaine, et nous aurons ainsi de nouveaux chiffres sous peu. Question donc, à combien de copies pensez-vous que nous en sommes actuellement? Et répondez-moi sans tricher. Chez nous maintenant, la version globale du jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle a encore droit à de nouveaux événements. Celui sur la succession de Piccolo Daimao s'est terminé ce mardi matin heure française et a laissé place à l'événement sur le mystérieux guerrier masqué. Cet événement se terminera dans 3 jours, soit le 25 août, et nous permet potentiellement de gagner un Mighty Mask SR après avoir battu ce même personnage. L'événement du plan d'extermination des héros, axé sur les OAV du plan d'extermination des Saiyans, quant à lui, a débuté ce week-end et se poursuivra jusqu'au 4 septembre. Attention, il n'est accessible qu'aux teams composés de persos éveillés, ce qui en fait un événement assez chaud à faire en début de jeu. De nouvelles invocations sont aussi disponibles depuis lundi midi, avec notamment la célébration de l'ascension du dragon. On a la possibilité de recevoir davantage de SSR que d'habitude, puisque le taux de drop est doublé et on a des persos SR garantis. Parmi les persos SSR, le plus intéressant est sûrement ce Majin Vegeta. Comme vous le savez, il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée et du coup on avait eu le temps de s'attarder sur le dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode 54 dans le dernier DB Flash. Maintenant parlons de l'épisode 55 diffusé dimanche dernier sans retenue, grâce à la capsule anti-spoil qui vous permet de passer la vidéo si vous ne souhaitez rien savoir sur cet épisode. Ou rendez-vous tout simplement au timecode indiqué. C'est fait ? L'épisode 56 débute avec Goku qui arrive sur la planète Bilus où il apprend que Zero veut le rencontrer. Ça ne l'arrange pas car pour y aller il faut compter 2 jours de voyage avec la technique de Whis. Et Goku n'a pas que ça à faire car la Time Machine est enfin presque prête pour aller dans le monde futur de Trunks. Mais Bilus est surtout contrarié par le fait que Zero demande à Goku de venir le voir. À vrai dire, il est même carrément flippé à l'idée que Goku croise de nouveau le chemin de Zenwo, car il sait que le roi absolu a la capacité de détruire n'importe quel univers quand il le souhaite, et peut ainsi se débarrasser de Bilus par la même occasion. Mais Goku, lui, ne s'inquiète pas du tout pour ça, et sa seule surprise est d'apprendre que les dieux de la destruction et les Kaioshin sont liés. C'est Whis qui le lui apprend négligemment lorsqu'il suggère d'appeler Kaioshin pour se rendre chez Zenwo. En effet, celui-ci aurait la capacité de s'y rendre instantanément selon Whis. Ce qui est d'ailleurs assez absurde selon moi, puisque je ne vois pas pourquoi Whis serait au courant que le Kaioshin de l'Est de l'univers 7 peut se téléporter alors que nous-mêmes on n'était pas au courant. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Toujours est-il que dans cet épisode, on a une énorme révélation, dont l'impact est naturellement diminué, si comme moi, vous avez lu le chapitre 15 de Dragon Ball Super, et notamment le dernier DB Flash, où on apprenait que les dieux de la destruction et les Kaioshin étaient liés, et que si l'un venait à disparaître, l'autre également. Ainsi, pour tuer un dieu de la destruction, il suffirait donc de tuer un Kaioshin, car les deux entités formeraient un ensemble selon Whis.
De quoi asséner un sacré point faible au dieu de la destruction qui paraissait jusqu'alors presque intouchable. C'est la raison pour laquelle Bilus demande d'ailleurs à ce qu'on veille sur ce qu'il n'arrive rien au Kaioshin de l'univers 7 chez Zenwo, tandis qu'il servirait à veiller à ce que Goku se tienne bien. Bilus aurait très bien pu y aller en personne, mais comme il est totalement flippé par l'idée que Zenwo fasse quelque chose contre lui, il préféra rester sur sa planète. Peu après, on retourne à Capsule Corporation où Bulma termine de préparer la Time Machine et nous apprend que Trunks du futur se repose après son entraînement avec Vegeta. Cette scène extrêmement courte sert à nous apprendre que la Time Machine est prête, ce qui est déjà pas mal, que Trunks pionce et qu'on a donc encore un peu de temps devant nous et que Mai est toujours à fond sur le dossier. Bon là, en revanche, rien de nouveau. Sur la planète Babali, Gowasu et Zamasu continuent d'observer les autochtones et réalisent qu'en dehors de la violence et de la domination, ils ne connaissent rien et font preuve d'aucune intelligence. Alors qu'ils en discutaient et que Zamasu commençait encore à éprouver de la haine pour les humains, comprendre les êtres qui ne sont pas des dieux et qui ont une forme humanoïde, un babarien apparut derrière eux et commença à les attaquer. Zamasu s'interposa sans sourciller et bloqua l'attaque surpuissante du babarien à l'aide d'une seule main et l'envoya dans le décor. Mais au lieu de se retirer avec Gowasu, Zamasu décida d'en finir avec l'alien et profita de son attaque désespérée pour le trancher en deux à l'aide d'une attaque qu'il utilise justement dans le jeu vidéo Dragon Ball Heroes. Cette technique nous évoque naturellement l'attaque de Sauzer dans le 5e film Dragon Ball Z, l'incroyable plus fort contre le plus fort, mais ne partez pas dans les théories, elle n'a aucun rapport puisque Sauzer est un personnage de film, inventé en plus en 1991 et dont le background est de Takao Koyama. Après s'être lâché, Zamasu apparaît d'abord comme absent pendant un instant. Aurait-il réalisé quelque chose? En tout cas, il se reprend très vite face à Gowasu et me donne l'impression d'avoir réalisé ce qu'il devait faire. Cette scène n'est sûrement pas là pour nous montrer que Zamasu a été choqué ou qu'il vient de réaliser ses atrocités, non. Elle peut nous le suggérer au départ et semer le doute, c'est le but, mais au vu des déclarations de Zamasu ensuite dans cet épisode, on comprend qu'il a plutôt eu une sorte de déclic, un obscur déclic j'ai envie de dire. De retour au royaume des Kaioshin de l'univers 10, Gowasu demande à Zamasu de lui rendre sa potala et il lui fait un petit sermon en essayant de lui faire comprendre qu'en ayant ôté une vie, cela pourrait bien avoir des répercussions sur l'avenir de la planète. Pendant ce temps, au royaume des Kaioshin de l'univers 7, Goku demande aux Kaioshin de l'Est de l'emmener chez Zenwo. Kibito fait mention du fait qu'il ne s'y est jamais rendu, et le vieux Kaioshin ajoute que lui n'y est allé que 3 fois. Ceci pourrait bien expliquer pourquoi c'est le Kaioshin de l'Est qui s'y rend et non pas Kibito, car normalement c'est Kibito qui voyage pour le Kaioshin. Et c'est lui qui possède d'ailleurs la technique du Kaikai et non pas Kaioshin. Kibito-shin pouvait l'utiliser oui, mais seulement car il est la fusion de Kibito et Kaioshin. Pour ainsi dire, j'ai été d'abord choqué dans un premier temps de voir Kaioshin utiliser la technique de Kibito, je me suis dit, mais depuis quand il utilise le Kaikai lui? Car s'il l'a possédé depuis tout ce temps, ça se saurait. Il aurait pu retrouver Gohan en un rien de temps durant l'arc Majin Buu et il n'aurait pas eu besoin de Kibito pour l'accompagner. Le Daizenshu 7 et le Chosenshu 4 précisent aussi que cette technique appartient à Kibito. Et bien que ce soit Kaioshin qui dise Kaikai à un moment donné dans l'anime lorsque Kibito se téléporte, c'est bien Kibito qui utilise cette technique. Bref, on peut du coup penser qu'après la coalescence avec les Potala, Kaioshin a gardé cette capacité, ou bien même qu'il l'a appris depuis, allez savoir. Mais c'est une supputation, et j'aime pas trop supputer, je préfère qu'on nous le dise explicitement, car après c'est la porte ouverte à n'importe quoi, et vous le savez aussi bien que moi. Le palais de Zenwo se trouve sur une sorte de planète en forme de méduse. Chose assez étrange pour le moment dans la série, on ne parle pas de planète de Zenwo. Whis dit chez Zenwo-sama, à savoir Zenwo-sama no Tokoro, et Kibito mentionne Zenwo-sama no Okyu, à savoir le palais de Zenwo-sama. Bref, est-ce que cette méduse géante est une planète ou juste un caillou flottant dans une dimension? Allez savoir. L'architecture du palais est plutôt intéressante car on est face à une construction japonaise bâtie selon la forme du kanji Zen. C'est le kanji qui signifie tout et que l'on retrouve dans le nom Zenwo qui signifie roi de tout, littéralement. D'ailleurs à cet endroit, on y voit plusieurs rochers surmontés de sphères dans lesquels on peut voir des univers. Sur certains de ces rochers, il manque la sphère et on peut donc penser qu'il s'agit des univers détruits par Zenwo. Après, est-ce qu'il s'agit là des univers réels ou de boules de cristal permettant de voir ce qu'il se passe dans les univers? Pour le moment, on ne sait pas encore. Arrivé devant le palais de Zenwo, Goku découvre le grand prêtre, Daishinkan en japonais, un personnage bien mystérieux au sujet duquel on a pu beaucoup théoriser pendant la semaine sans épisode qui séparait l'épisode 55 de cet épisode 56, et son origine n'est finalement pas encore révélée. On constate seulement que Whis et le Kaioshin de l'Est le connaissent tous les deux, car ils l'ont déjà rencontré. La discussion part sur le dogi de Goku et c'est l'occasion pour Kaioshin de se montrer utile pour tenter de redresser l'impolitesse de Goku. Ça nous offre alors quelques passages marrants lorsqu'on voit Kaioshin donner un coup de coude ou lui écraser le pied pour lui faire remarquer qu'il fait n'importe quoi. Après cette introduction, le groupe pénètre dans le palais de Zenwo et suite à une réflexion de Goku, Whis explique que le grand prêtre est une des 5 plus puissantes personnes des univers en termes de force de combat. De quoi exciter sensiblement la curiosité et l'envie de combattre de Goku, mais Whis l'avertit tout de suite que même lui n'est pas de taille contre le grand prêtre, donc le Saiyan ne pourrait absolument rien faire face à lui.
Rappelons que d'après l'échelle de puissance fixée par Toriyama, en restant vague, Goku Super Saiyan God équivaudrait à un 6, Bilus à un 10 et Whis à un 15. Donc si le grand prêtre se tient au-delà, il est juste inatteignable pour Goku en l'occurrence. Arrivé face à Zenwo, le Kaioshin de l'Est se prosterne comme dans le manga, c'est-à-dire les genoux et les deux mains au sol avec la tête baissée, tandis que Goku s'en fiche complètement et salue Zenwo comme il sait le faire. Après l'Eye Catch, Zenwo explique qu'il veut que Goku devienne son ami pour jouer avec lui. Notre héros explique qu'il est ok pour être son pote mais qu'il n'a pas le temps de jouer. Il lui promet alors de lui ramener un ami pour qu'il puisse jouer avec. Zenwo est en joie et lui propose un bouton spécial qui permettra à Goku de le faire venir à tout moment en appuyant dessus. Évidemment, Goku ne manque pas d'appuyer sur le bouton devant Zenwo et la scène est plutôt marrante. Durant toute cette scène, on comprend que Zenwo est un gamin et qu'il cherche simplement à jouer. Même lorsqu'il met des coups de pression à Kaioshin ou à ses attendants, on comprend qu'il est en fait comme un enfant roi, seul dans son palais, qui peut décider de tout et n'importe quoi par caprice. Rien ne lui est refusé, mais il est bien seul et il n'a pas d'amis. Juste des serviteurs qui se plient à toutes ses exigences sans jamais le contrarier. La relation avec Goku est donc toute nouvelle pour lui, et lorsque Goku lui dit qu'il peut simplement l'appeler Goku au lieu de Son Goku-kun, Zenwo lui demande alors par quel nom veut-il bien l'appeler. Goku décide alors de l'appeler Zen-chan, le suffixe chan étant un suffixe affectueux en japonais. Les assistants n'en reviennent pas, mais le grand prêtre lui trouve ça plutôt drôle. Le Kaioshin de l'Est lui est complètement en train de défaillir en revanche. En tout cas, le bouton que donne Zenwo à Goku me fait beaucoup penser au sifflet que donne Ganfor à Luffy et son équipage dans le manga One Piece. C'est tout à fait le genre d'objet qui peut servir de prétexte au gag et être utilisé n'importe comment dans un premier temps, en faisant venir Zenwo soit pour faire flipper Bilus, soit pour le faire venir s'amuser sur Terre. Puis au moment fatidique, le bouton pourrait enfin être utilisé pour faire venir Zenwo dans un moment extrêmement critique. Après cette entrevue où Goku a proposé au roi absolu de venir s'amuser sur Terre un de ces quatre, notre Saiyan est obligé de ramasser le Kaioshin de l'Est qui est complètement en train de faire un malaise, et le petit groupe repart ensuite et Kaioshin effectue son second Kaikai en étant totalement au bout de sa vie. De retour au royaume des Kaioshin, Goku est questionné à propos de l'ami qu'il a promis de ramener à Zenwo. Et Goku explique alors qu'il n'a personne en tête et qu'il trouvera bien quelqu'un quand ce sera le moment. On comprend que notre héros s'en tapait complètement de la situation, mais aussi qu'il est encore assez mature dans sa tête pour mentir à un enfant le temps de se laisser le temps de trouver une solution. C'est étonnant de voir ça dans Dragon Ball Super où Goku régresse beaucoup mentalement, mais en même temps, c'est pas la meilleure valeur à transmettre. Cela dit, est-ce que les ruses utilisées par Goku sur les dieux jusqu'alors étaient très convenables? J'ai envie de dire non, pas tellement. Sur la planète Bilus, le dieu de la destruction est surpris de voir que Goku est revenu sans encombre. Mais Bilus prend cher dans cet épisode. Entre la révélation de la possibilité qu'il soit tué par la mort d'un Kaioshin et cette scène où il tombe complètement à la renverse lorsque Goku a fait ami-ami avec Zen-chan. D'ailleurs, cette histoire de dieu de la destruction liée au Kaioshin, additionnée à cette scène où Bilus découvre la relation entre Goku et Zenwo, me fait dire que le rôle de Bilus est en train de décliner de semaine en semaine. Alors que sa seule existence garantissait au départ une menace extrême pour la Terre et pour nos héros, le fait qu'il sympathise avec eux avait déjà réduit considérablement la chose. Mais maintenant qu'on connaît son point faible, il n'a vraiment plus grand chose de menaçant malheureusement. Et le souci de cette histoire, c'est que s'ils veulent tuer Black Goku et qu'on venait à nous révéler que celui-ci est effectivement à 100% Zamasu, enfin en tout cas le Zamasu qu'on connaît, et qu'il serait devenu officiellement un Kaioshin, cela pourrait également signifier que tuer Zamasu conduirait à la mort du dieu de la destruction de l'univers 10. Dans l'optique où Gowasu, évidemment l'actuel Kaioshin de l'univers 10, n'existerait plus évidemment. Lorsqu'on arrive en fin d'épisode, Gowasu questionne Zamasu sur la question pour laquelle il ne croit pas en l'humanité. Zamasu explique que les humains ne font rien de l'intelligence que les dieux leur ont donnée et va même jusqu'à dire qu'observer sans agir comme le font les dieux ne ressemble pas à de la justice telle qu'il la voit. Gowasu tente de lui apprendre le sens du mot justice de son point de vue de Kaioshin, à savoir maintenir un équilibre nécessaire entre le bien et le mal en laissant les êtres vivants se débrouiller par eux-mêmes et apprendre de leurs erreurs. Mais Zamasu ne veut rien savoir et le thé qu'il sert à Gowasu est de plus en plus trouble, comme son esprit. Encore une fois, on a une bonne réalisation et une symbolique intéressante. Les pétales de fleurs, le thé qui s'assombrit puis devient uniforme, tout est en place pour souligner la tension et surtout l'état d'esprit de Zamasu et Gowasu également au cours de cet échange, jusqu'à la lumière. Et au terme de cette discussion, Gowasu demande à Zamasu de lui refaire un nouveau thé. Zamasu pourrait avoir compris la leçon, surtout après ce qui s'est passé sur la planète Babali, mais après être passé à l'acte, Zamasu ne souffre pas de ce qu'il a fait. Il s'en fout complètement à vrai dire, au contraire, il continue de plus belle dans son délire misanthrope et dans son envie d'éradiquer tous les humains. Une preuve, s'il en fallait une, que le personnage sombre complètement du côté obscur et commence maintenant à s'opposer de plus en plus à la vie de son mentor, Gowasu. Il vient d'ailleurs de le qualifier de pécheur en disant que seulement observer était un péché. Jusqu'où ça va aller ?
De retour à Capsule Corporation, on retrouve Bulma qui laisse la Time Machine aux bons soins de Trunks du futur, Goku et Vegeta qui partent en direction du monde futur sous les yeux grands ouverts de la mère de Bulma, ainsi que de la bande de Pilaf qui est contente d'avoir aidé à nettoyer la machine, et de Trunks également qui a besoin de se vanter et de se sentir utile. Bulma confie alors l'alter ego de son fils à Vegeta et Son Kun, enfin Goku quoi, et le trio décolle. Ils arrivent rapidement dans le futur et Goku et Vegeta découvrent un monde totalement ravagé. Trunks constate, quant à lui, que le corps de Mai a disparu. Goku est intrigué par quelque chose, comme s'il avait senti des présences, et c'est peu après qu'il est attaqué par des mecs armés qui portent des casques de l'armée du King Castle, l'armée de défense royale. Celle-ci ayant été totalement détruite par les humains artificiels il y a bien longtemps, il y a fort à parier qu'il s'agit là de la résistance qui confond Goku avec Black. À moins qu'il s'agisse encore d'une nouvelle incohérence. Voilà pour cet épisode 55, assez divertissant, comme vous avez pu le voir il y avait beaucoup à dire, car on a eu mine de rien pas mal de révélations. L'épisode était plutôt cool et on a fait la transition entre les leçons apprises sur Terre dans le monde présent et le combat qui va maintenant se dérouler dans le monde futur. Quant à l'animation, elle était franchement en deçà par rapport à la semaine dernière. On avait Seizo Toma et Kalin Takamura sur l'épisode et c'était pas franchement convaincant. Le style changeait fortement d'un plan à l'autre tout au long de l'épisode et on avait même eu droit à des dessins assez hallucinants sur des plans longs et fixes, autrement dit des keyframes, pas de vulgaires intervalles dessinés à l'arrache. Et Kaioshin par exemple a rétréci comme jamais. On sait pas pourquoi. Et Goku parvient à prendre des poses de ouf avec ses mains et ses bras, je sais pas comment il fait, faudra qu'il m'explique. En dehors de ça, c'est du classique, aucune séquence de folie et donc aucune animation exceptionnelle. Et le scénario quant à lui était encore cool car il amenait divers éléments nouveaux et on le doit à King Liu, encore une fois, qui fait souvent du bon boulot et maîtrise assez bien le mélange des tons. Et là je parle pas du poisson. J'ai bien aimé la réalisation de l'épisode, encore une fois, c'était varié, et le storyboard de Koji Iwai, mêlé à la réalisation de Takao Iwai, nous a proposé un épisode où l'on ne s'ennuie pas une seconde, et où il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de plans différents. Assez peu de longs plans fixes au final, car il y a souvent des coupes sur des éléments comme des objets ou des visages, et heureusement d'ailleurs. Et le meilleur plan de l'épisode était pour moi encore une potala en mouvement, celui de la potala de Goasu qui se balance, tandis qu'il parle d'équilibre, balansu en japonais, qui ressemble au mot balance évidemment. Et cela avec le reflet de Zamasu en train d'écouter. Lui qui finalement n'a pas réellement écouté et qui a encore fait semblant d'avoir appris de la part de Goasu, alors que la seule chose qu'il a finalement appris, et nous a finalement appris à nous aussi, c'est la confirmation de ses intentions véritables. Voilà donc pour cet épisode 55, dites-moi ce que vous en avez pensé, et dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles révélations de cet épisode. Y a-t-il des choses qui vous ont étonné, surpris, plu, ou pas plu justement dans l'épisode? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur la question. On va maintenant parler du teaser de l'épisode 57, donc si vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il révèle, je vous dis déjà merci d'avoir regardé ce DB Flash, et n'hésitez pas à le partager et à liker, comme ça on sera de plus en plus nombreux, et ça ne peut être que bénéfique pour la chaîne qui continuera à s'améliorer. Pour ce qui reste, vous avez constaté que le prochain épisode aura pour titre le match retour contre Black Goku, le Super Saiyan Rosé apparaît. Dans ce teaser, on y voit Vegeta se transformer en Super Saiyan Blue et attaquer Black sous sa forme normale, qui semble justement sourire de la situation, comme si les coups de Vegeta en Super Saiyan Blue ne lui faisaient pas grand chose. On savait déjà que Black Goku était assez puissant pour combattre Goku en Super Saiyan 2, sous sa forme normale, mais s'il commence à encaisser les coups d'un Super Saiyan God Super Saiyan sans broncher, ça va loin quoi. Entre temps, il a appris à maîtriser le corps de Son Goku et à élever encore la maîtrise de son pouvoir, et c'est ce que l'on pourra découvrir dans cet épisode, puisqu'il dévoile une nouvelle forme, dont on avait déjà entendu parler dans les DB Flash et sur Dragon Ball Ultimate, le Super Saiyan Rosé. C'est la forme possédant des cheveux roses, et c'est plutôt une réussite niveau esthétique. Quant à son nom, rosé en japonais, il désigne le rosé, et c'est utilisé comme désignation donc pour le vin rosé. Mais il faut dire aussi que ça a déjà été donné comme nom pour le personnage de Rose dans Tales of Zestiria. Pourtant, le mot rose prononcé à la française existe aussi en japonais et est utilisé pour désigner la fleur. Rose se dit alors rose, donc bon, rosé, rose. En tout cas, dans la version longue du teaser, on peut voir que Goku perd au pierre-feuille-ciseaux, et c'est sûrement la raison qui fait que Vegeta attaque en premier, et que Yajirobe est présent aussi dans le teaser. Ok. Lui qui a pourtant été tué par les humains artificiels dans la série animée Dragon Ball Z. Enfin bref, nouvelle incohérence du jour, bonjour. Pour conclure sur ce qu'on aura prochainement, donc l'épisode 56 sera diffusé le 28 août et portera sur Goku et sa transformation en Super Saiyan Blue. Puis ensuite, l'épisode 57, qui sera diffusé la semaine d'après, c'est-à-dire le 4 septembre, aura pour titre la naissance du dieu invincible Zamasu. Et le 58, qui sera diffusé le 11 septembre, aura pour titre le mystère de Zamasu et Black. Et enfin, le 18 septembre, nous n'aurons pas d'épisode et il faudra attendre le 25 pour avoir le 59 sur lequel on ne sait rien pour l'instant. Voilà pour ce flot de révélations et de nouveautés autour de Dragon Ball. Likez si vous avez apprécié et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé des sorties des prochaines vidéos. D'ailleurs, bienvenue à tous les Saiyans qui nous rejoignent et merci encore d'avoir suivi ce DB Flash. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci encore.
Matane. Ouah, Zamasu, c'est la Hesse. Effectivement, Goas-sama, c'est la hache chez les humains. Ouais, non, ça serait bien t'écoutes qu'est-ce que je dis. Parce que qu'est-ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Ouais, et d'ailleurs, merci à tous les tipeurs qui nous ont tipé.